Séance et nous allons donner la parole à notre secrétaire de séance, mais auparavant, je vous rappelle que que l'Académie se réunira en comité secret pour entendre le rapport de la commission chargée de l'examen des titres des candidats aux places vacantes de membres titulaires. À vous la parole, madame. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la séance du 23 novembre était consacrée à la microchirurgie et reconstruction. Son modérateur était Monsieur Michel Germain. La première communication par Madame Corinne Becker sur la reconstruction du sein était commentée par les messieurs Michel Schoefs, Dominique Louis et Philippe Montoupé. La communication suivante par Monsieur Franck Leclerc sur la neurolyse était commentée par M. Schoefs et Henri Judet. La troisième de Mme Morbis-Julirion sur la reconstruction laryngée par lambeau libre. Donc l'intervenant était M. le professeur Jacques Trottou. L'avant-dernière communication de M. Laurent Lantieri sur la microchirurgie reconstructrice avec les intervenants M. Bismuth et M. Germain. Et la dernière communication, celle de notre modérateur, M. Germain, sur les sarcomes localement évolués des tissus mous, était commentée par M. Jean Dubousset. Merci de votre attention. Qui est consacré à chirurgie pédiatrique, et j'appelle donc notre collègue Christine Grappin-Dagorneau de venir ici. Je vous rappelle encore une fois que nous avons tous reçu, un peu de silence s'il vous plaît, nous avons tous reçu notre mot de passe pour assister à nos séances. J'espère que certains d'entre vous, je parle des membres de l'Académie évidemment, seuls eux reçoivent le mot de passe et assistent aux séances. La dernière séance est déjà mise sur notre site, cette séance sur la microvascularisation, et certaines des interventions étaient absolument remarquables. Donc je vous conseille fortement de voir ces séances. Si certains d'entre vous n'ont pas leur mot de passe ou ont quelques difficultés pour y avoir accès, vous avez l'accès, le mail ou le numéro de téléphone même, de celui qui s'occupe de tenir notre site, qui s'appelle M. Julien Coquenas, et il est très, très gentil. Vous pouvez lui demander, il vous répondra directement en vous donnant votre mot de passe, que vous pouvez d'ailleurs changer. Il est très difficile à retenir, mais vous avez une possibilité de le changer et de mettre le mot de passe qui vous est propre. Voilà. Nous donnons maintenant la parole à Christine Grappin-Dagorneau, je vous en prie, pour ouvrir la séance. Vous avez un micro. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de donner la parole pour présenter cette séance de chirurgie pédiatrique qui va être assez éclectique et qui témoigne de notre spécialité. Tout d'abord, je vais donner la parole à Madame Alexandra Benaki, qui est gynéco-obstétricienne à Antoine Béclair et qui n'est pas chirurgien pédiatre, mais réalise des interventions de chirurgie pédiatrique, pourrait-on dire in utero, de chirurgie fétale. C'est une des pionnières en la matière. Ensuite, Michel Zera qui nous parlera des innovations thérapeutiques également anténatales dans la chirurgie du spina bifida. Puis Raphaël Vial qui est orthopédiste à l'hôpital Trousseau et qui parlera des innovations thérapeutiques en matière de déformation neurologique du rachis. Et enfin, nous aborderons un sujet commun, l'omphallocèle, avec le professeur Andrea Manarivo qui est un collègue qui vient de Madagascar spécialement pour notre séance d'aujourd'hui, et qui nous parlera de la façon dont sont traitées les omphallocèles géantes à Madagascar. Et également, je traiterai le même sujet pour voir de quelle façon nous avons évolué justement au contact de lui et d'autres collègues cambodgiens. Donc tout de suite, Alexandra, je te donne la parole pour traiter ce sujet de traitement endoscopique in utero. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, la hernie coupole-diaphragmatique est une pathologie qu'on considère comme rare, 1 sur 3000 naissances. Vous m'entendez pas ? Ça marche pas ? Je vais le prendre comme ça, c'est mieux ? Comme vous voulez. Alors, j'abandonne celui-là.
va abandonner celui-ci. Comme Madonna. Comme ça, c'est bon? Voilà, comme Madonna. Je ne danserai pas, c'est promis. Donc, la hernie de Coupole est considérée comme une pathologie rare puisqu'elle concerne 1 sur 3000 enfants nés vivants. Dans 70% des cas, elle est isolée et dans 15 à 30% des cas, on va retrouver d'autres anomalies associées ou des anomalies chromosomiques. Aujourd'hui, on considère que la survie de ces enfants atteints de hernie de Coupole est d'environ 50 à 70%. Pourquoi on dit 50 à 70%? C'est parce que on peut, en fonction des études, considérer qu'on tient compte des interruptions médicales de grossesse ou... Ça n'a pas l'air d'aller là, si oui. On tient compte des interruptions médicales de grossesse ou non, puisque vous savez qu'on peut pratiquer des interruptions de grossesse pour les pathologies d'une particulière gravité. Certains cas sont extrêmement sévères et on peut être amené à faire des interruptions. Et donc, dans les pays anglo-saxons, dans certaines études, on tient compte des interruptions et dans d'autres, non. Ce qui donne des taux de survie très différents. La différence avec... un jour, Yann Révillon, que vous connaissez, m'a dit « De toute façon, on n'a fait aucun progrès puisqu'on avait déjà 70% de survie il y a 30 ans dans cette pathologie. Mais en fait, on ne parle plus des mêmes malades. Il y a 30 ans, on ne faisait pas le diagnostic anténatal de la hernie de Coupole. L'enfant naissait dans une clinique, une fois sur deux décédait avant d'être transporté dans un service de chirurgie pédiatrique. Aujourd'hui, en tout cas en France, 85% des enfants porteurs de hernie seront dépistés en prénatal. Leur mère enceinte va être transférée dans un hôpital où l'enfant pourrait être pris en charge dès la naissance. Et donc, on va faire survivre des enfants avec des pathologies beaucoup plus sévères que celles qui étaient traitées il y a 30 ans. Donc, pour évaluer le pronostic aujourd'hui en prénatal, on a plusieurs techniques. On regarde la place du foie, en sachant que les enfants qui ont un foie dans le thorax auront un pronostic bien plus sévère que ceux qui auront un foie qui sera resté en intra-abdominal. On peut, en 3 dimensions, évaluer le volume pulmonaire. On peut, grâce à des dopplers des artères pulmonaires, définir aussi les cas les plus sévères. Et surtout, l'IRM va nous permettre d'évaluer le volume du poumon et dire si l'enfant est atteint d'une pathologie sévère ou non. Toutes ces techniques sont utilisées dans des centres de référence et une technique beaucoup plus simple que l'on appelle le long-to-head ratio, qui consiste en la mesure du plus grand diamètre multiplié par la plus grande longueur du poumon, rapporté au périmètre céphalique, ce qui permet de tenir compte du poids du fœtus, c'est-à-dire qu'un petit bébé aura un poumon plus petit et un plus gros, un poumon plus gros. Et donc cette mesure permet de classer les enfants en différents groupes en fonction du pronostic. Les enfants qui auront un LHR inférieur à 1 et un foie dans le thorax auront un pronostic qui sera de moins de 20% de survie, alors qu'un enfant qui aura un LHR supérieur à 1 aura 60-70% de survie ou plus. Donc actuellement, on sait définir quels sont les enfants qui vont survivre en postnatal. On a des critères extrêmement stricts. Il faut avoir fait à peu près 70 mesures de LHR pour savoir le faire correctement. Le LHR a été évalué pour les poumons gauches, pour les hernies gauches, et actuellement, on utilise le LHR observé surattendu, qui est un petit peu plus précis, en fait, c'est la mesure du volume pulmonaire observé sur le volume pulmonaire attendu pour l'âge gestationnel, qui permet également de ne pas tenir compte de l'âge gestationnel, puisque le poumon grandit au fur et à mesure de la grossesse, et donc le LHR n'est valable qu'entre 22 et 28 semaines. Le LHR observé surattendu peut être utilisé pendant toute la grossesse, et vous voyez qu'un enfant qui a un LHR observé surattendu de moins de 25% aura aussi un taux de survie très faible. Ce LHR permet également d'évaluer la morbidité. Et les enfants qui ont un LHR inférieur à 25% auront plus de patchs dans le traitement de la hernie, une durée d'oxygénation plus longue, une durée de nutrition parentérale plus longue et une durée de séjour en réanimation plus longue. Donc c'est un bon marqueur non seulement de la mortalité, mais également de la morbidité. Il a été créé des centres de référence dans les 5 dernières années. Nous avons eu un centre de référence pour la hernie de Coupole diaphragmatique en collaboration avec Pascal Delagosi à Marseille et Laurent Storm, qui est réanimateur pédiatre à Lille. Et nous avons émis des recommandations de prise en charge des enfants et des fœtus porteurs de hernie de Coupole.
Et dans l'évaluation, nous demandons aux obstétriciens d'évaluer le côté de la hernie, le LHR observé sur attendu, la position du foie et l'IRM. Et avec ces données, on peut mieux informer les parents et les chirurgiens sur ce qui attend l'enfant à la sortie. Alors tout ça c'est très bien, mais je vous ai parlé de volume pulmonaire et ça serait bien trop simple si ça marchait dans 100% des cas, parce que ce que nous ne savons pas évaluer, c'est la fonctionnalité des poumons. Nous savons dire si le poumon est gros et petit, mais nous ne savons pas dire si l'enfant va présenter une hypertension artérielle pulmonaire. Et malheureusement, comme les conditions physiologiques ne sont pas les mêmes avant et après la naissance dans le poumon, pour l'instant, nous avons du mal à évaluer cet HTAP. Les index vasculaires qui correspondent au flux à l'intérieur du poumon serait une bonne façon d'évaluer cet HTAP, mais ça reste très opérateur défendant et c'est difficile à faire. Malgré les transferts in utero, malgré les ventilations à haute fréquence, malgré les donneurs de NO, je vous ai dit que le taux de survie des enfants est encore entre 50 et 70% et que malheureusement, dans un grand nombre de cas, nous n'arrivons pas à faire survivre ces enfants et c'est pour ça que la chirurgie in utero a été inventée. Vous savez qu'Harrison, dans les années 90, a commencé à opérer les enfants in utero, c'est-à-dire à ouvrir l'utérus, à opérer l'enfant, à réintégrer les viscères et à remettre l'enfant dans l'utérus. Et malheureusement, une étude randomisée en 97 a montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie, de durée de ventilation et de durée d'hospitalisation entre les enfants qui étaient opérés in utero et ceux qui étaient opérés selon des méthodes conventionnelles. La raison pour cela, c'est qu'en fait, tous les enfants qui avaient le foie dans le thorax, et je vous ai dit que c'était les enfants de plus mauvais pronostic, n'étaient pas opérés avec cette technique, puisque dès qu'ils remettaient le foie, le ductus venosus se plicaturait et l'enfant décédait in utero. Donc en fait, il opérait des enfants qui étaient supposés être ceux de bon pronostic. Donc cette technique a été arrêtée en 97, et à partir de 98, on a vu apparaître dans la littérature des études sur la technique plug, qui signifie plug the lung until it grows, et l'idée est d'obstruer la trachée, parce qu'au cours du développement, le poumon fœtal est rempli de liquide. Ce liquide est sécrété par les pneumocytes 2, maintenu à une certaine pression. À chaque fois que la pression devient un tout petit peu trop importante, la glotte s'ouvre, le fœtus a un mouvement respiratoire, ce qui fait que le volume pulmonaire, la pression dans le poumon est toujours maintenue à pression égale et ça permet la croissance du poumon. Et donc l'idée d'obstruer la trachée était de faire grossir les poumons. Il y a eu énormément de travail sur le mouton avant que cette technique soit appliquée à l'homme. Alors il y a eu un peu de tout. Il y a eu des techniques, toujours l'équipe d'Harrison, où ils ont sorti le fœtus. Là on est à 26 semaines d'aménorrhée. Ils ont mis un clip sur la trachée, comme vous le voyez ici. Il y a eu des techniques de célioscopie à travers l'utérus, pareil pour aller mettre un clip, comme vous voyez ici. Mais toutes ces techniques ont bien montré que lorsqu'on avait une hystérotomie, toutes les patientes accouchaient prématurément et il y avait des lésions des récurrents et que toutes ces techniques n'étaient pas souhaitables, en tout cas réalisées de cette façon-là. Une étude dans le New England en 2003 a montré que quand on faisait une ligature de trachée, soit par clip, soit éventuellement par endoscopie, il n'y avait pas non plus de différence dans le taux de survie des enfants qui avaient subi une occlusion trachéale et un traitement conventionnel. Mais quand vous regardez de près les chiffres, dans le traitement avec occlusion trachéale, les enfants étaient nés à 31 semaines et dans le groupe expectative à 37 semaines. Et quand on regardait les durées de ventilation, les durées de nutrition parentérale, dans ce papier, en fait, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Ce qui a permis de dire que ce qui ne fonctionnait pas, c'était la technique utilisée et pas le principe de l'occlusion trachéale. Avec la technique d'Harrison, tous les enfants naissaient prématurément et donc la technique à utérus ouvert ou par fœtoscopie à travers l'utérus n'était pas une bonne technique. En revanche, il était fort probable que l'occlusion trachéale était une bonne idée. Et donc en 2001, Kypros Nicolaides, qui est un pionnier dans notre spécialité, avait une patiente chypriote qui avait 45 ans, c'était sa première grossesse, son bébé avait une hernie de coupole. Il a appelé Yann Deprest qui avait fait beaucoup de travail sur le mouton, il lui a dit on y va, on pose un ballon chez ce bébé. Et donc le premier cas a été réalisé en 2001 et actuellement il y a à peu près 300 cas qui ont été réalisés dans le monde à l'initiative de Kypros Nicolaides et Yann Deprest. Donc comment réalise-t-on cette technique ? On utilise donc cette technique pour les enfants dont le LHR
est inférieur ou égal à 1, ou le LHR observé sur attendu inférieur à 25%, ce que je vous disais tout à l'heure, et des enfants qui ont le foie dans le thorax, donc de mauvais pronostics, on utilise un endoscope de 3 mm, et ça c'est le petit ballon que l'on met dans la trachée. L'occlusion trachéale a lieu entre 28 et 30 semaines d'aménorrhée, et il faut retirer le ballon à 34 semaines. Pourquoi faut-il retirer le ballon? Parce qu'on a montré que quand on réalise une occlusion trachéale, les pneumocytes 2 disparaissent, se transforment en pneumocyte 1, et les fœtus sont déficitaires en surfactants. Et donc si on retire le ballon un petit peu avant la naissance, les pneumocytes 2 réapparaissent, on a de nouveau une synthèse de surfactants. Donc idéalement, il faut retirer le ballon avant la naissance. Donc je vous montre comment est réalisée cette procédure. Elle est faite sous anesthésie locale ou sous anesthésie péridurale. Personnellement, je préfère la faire sous anesthésie péridurale, c'est beaucoup plus confortable pour la patiente. On rentre avec l'endoscope dans la bouche. Moi, je ne m'oriente pas avec l'endoscope, je m'oriente avec l'échographie. Donc vous voyez ici la bouche du fœtus, ça c'est la langue. Donc on se repère assez facilement, on rentre dans la bouche, on repère la langue, la ligne médiane ici que l'on suit pour arriver jusqu'à la glotte, on tombe sur les cordes vocales. En poussant un tout petit peu, en mettant un peu d'eau, on rentre dans la trachée, qu'on repère parce qu'on voit les anneaux. Donc on se repère en étant sûr de bien voir la carène au fond. Et on va pousser le ballon qui est absolument minuscule. Hein. Donc vous voyez ici la carène. Et le ballon est mis 2 cm à peu près au-dessus de la carène. Donc on gonfle le ballon avec 0,8 ml de sérum physiologique. Et en fait, il y a un petit système qu'on peut tirer sur le cathéter et laisser le ballon en place. Donc le ballon, après, on peut le visualiser très bien à l'écho puisqu'il est rempli de liquide. Voilà, donc là on a tiré sur le cathéter et on laisse le ballon en place, voilà, que l'on repère ici. Cette technique dure idéalement 10 minutes, parfois un peu plus. Alors donc là, les premiers 210 cas ont été rapportés par l'équipe de Yann Deprest. Vous voyez 76% de péridurale, avec un succès, la première pose dans 97% des cas. Au début, les ballons ont été posés plutôt à 26 semaines. Et en fait, il y a eu quelques cas décrits de trachéomalacie avec des murs postérieurs de la trachée qui étaient un peu flottants. Et donc maintenant, on ne le pose pas avant 28 semaines. D'abord parce que comme il y a des ruptures prématurées de la poche des os, plus on le fait tard, mieux c'est, parce qu'on peut prendre en charge les enfants. Et il y a moins de lésions de trachée. Et la durée, moins de 10 minutes dans la majorité des cas. Exceptionnellement, après 40 minutes, personnellement, quand ça dure plus de 30 minutes, je m'arrête. Le principal problème, c'est la rupture de la poche des os. Dans 40% des cas, rupture de la poche des os ne veut pas dire accouchement. Et il arrive que les patients trompent la poche des os, mais accouchent quand même à terme. Donc c'est sûr que c'est un problème. Mais meilleur on est, plus on en fait, moins on a de rupture de la poche des os. Et ça ne veut pas dire forcément accouchement. Et clairement, plus la procédure a duré longtemps, plus il y a de rupture des membranes. Pour moi, le véritable problème de cette technique, c'est la présence du ballon dans la trachée et la nécessité de s'organiser 24 heures sur 24 pour pouvoir retirer le ballon au cas où la patiente accouche. Vous imaginez bien que si la patiente accouche, le bébé naît avec le ballon, il ne va pas pouvoir respirer. Et donc, il faut une équipe d'ORL sur le pont 24 heures sur 24 pour au cas où il y a un souci. Et dans les 210 premiers cas, il y a eu 10 cas pour lesquels les équipes sur place n'ont pas réussi à retirer le ballon. Donc la médiane à l'accouchement, c'est 35 semaines, donc relativement tard comparé à ce qu'on fait subir à ces enfants, en sachant que souvent ils accouchent après la deuxième intervention. C'est-à-dire que quand on y retourne pour enlever le ballon, souvent la patiente rompt la poche des os. Ça ne veut pas dire qu'elle accouche tout de suite, mais elle rompt la poche des os après la deuxième intervention. Alors vous voyez les résultats ici. Le taux de survie dans le groupe des hernies gauches isolées est de 50%. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est des enfants qui ont un taux de survie de moins de 20%. Donc ce n'est pas une technique miraculeuse, mais très clairement, ça permet de faire survivre 50% des enfants avec des pathologies qui, normalement, auraient dû les faire être responsables d'un décès. Donc la survie est vraiment corrélé au LHR, corrélé à l'âge gestationnel à l'accouchement. C'est-à-dire que quand on accouche avant 30 semaines, on a vraiment peu de chances de survie. Et je pense que c'est une bonne technique, mais qui va faire naître des enfants qui vont avoir des pathologies sévères.
C'est-à-dire qu'on met ces enfants dans un groupe qui correspond au groupe d'enfants qu'on considérait avant comme ayant une forme intermédiaire, c'est-à-dire des enfants qui vont avoir des reflux gastro-œsophagiens importants, qui vont avoir des scolioses et qui, dans un petit nombre de cas, vont avoir des insuffisances respiratoires. On diminue également la morbidité. Je vous ai parlé tout à l'heure d'oxygénation, de nutrition parentérale. C'est la même diapositive et vous voyez que quand on plug, on diminue de beaucoup toutes ces complications, sauf l'utilisation de patchs. Et ça va avec ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on va faire sortir des enfants et faire survivre des enfants qui ont des formes sévères avec un gros trou dans le diaphragme. Ma petite expérience, maintenant, j'ai posé 17 ballonnets et uniquement dans les formes sévères. Et le terme moyen d'accouchement dans ma série était 35%, avec une survie de 44% sur les 18 premiers cas. Mais ce qui frappe les chirurgiens, c'est que j'ai des appels de chirurgiens pédiatres me disant « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Le poumon est magnifique, mais alors j'ai des trous énormes, je suis obligé de mettre des patchs, je suis obligé de faire des Nissen gastro en un temps. » Et clairement, c'est ce que je vous disais, on fait survivre des enfants qui ont des pathologies sévères. Donc en conclusion, c'est important d'avoir des facteurs pronostiques pour être sûr qu'en prénatal, on parle tous de la même chose. Il faut une organisation parfaite avec les ORL. Je reste très prudent dans le discours aux patients parce que vous avez bien compris que ce n'est pas une technique absolument parfaite. Il y a une croissance imprévisible, je dirais presque heureusement, dans les formes absolument sévérissimes avec des poumons minuscules. Vous pouvez mettre tous les ballonnets que vous voulez, le poumon ne grossit pas. Et je pense simplement que l'hypoplasie pulmonaire est tellement importante qu'en fait, il ne peut pas y avoir de croissance. Bien évidemment, on va pouvoir comparer nos études que s'il y a une homogénéisation de la prise en charge postnatale, et ça, c'est fait dans le cadre du centre de référence. Alors, il y a actuellement, et après j'ai terminé, 2 essais randomisés dirigés par Yann Deprez, dans lesquels si la FAPS finit par accepter qu'on nous rentrons, ça fait quand même 18 mois que nous négocions pour ce malheureux ballonnet. Il y a 2 essais, un pour les formes très sévères, avec un LHR de moins de 25%, et un pour les formes intermédiaires, c'est-à-dire que l'équipe de Yann Deprest a commencé à poser des ballons pour des enfants qui ont des LHR jusqu'à 50%, c'est-à-dire des enfants qui ont 60-70% de survie avant pose de ballon, mais ils considèrent que la morbidité chez ces enfants est importante et qu'on peut, grâce à cette technique, réduire la morbidité. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions, madame, de cet excellent exposé d'une expérience tout à fait passionnante. Je voudrais vous demander, quelle est la fréquence de cette anomalie en France, premièrement, et deuxièmement, en ce qui concerne ce ballonnet, n'est-il pas possible de laisser un repère à travers la bouche, un petit tube de silicone par exemple, qui permettrait à l'accoucheur de pouvoir le retirer aisément? Alors la fréquence est à peu près 1 sur 3000 naissances vivantes, donc probablement un peu plus fréquent si on tient compte de tous les cas avec des anomalies associées ou qui meurent in utero. Et alors le petit rappel, ça a été essayé, en tout cas chez l'animal, mais chez l'homme, le problème c'est que le fœtus tire sur tout ce qui dépasse. C'est-à-dire que ça m'arrive de poser des drains pour les fœtus qui ont des hydrothorax et ils tirent dessus. Donc il faut le mettre complètement derrière, parce que dès qu'ils ont quelque chose qui les gêne, ils enlèvent le fil. Et donc on pense qu'ils tiraient sur le fil. Y a-t-il d'autres questions? Je vous en prie, oui. Alors, je vous demanderai, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a une caméra qui nous filme, il faut donc dire votre nom. Voilà, donc, tous ceux qui... il faut vous lever et dire votre nom. Voilà. Alors, Marie-Paul Vasquez, je suis chirurgien infantile à Trousseau. Même si je suis orientée maintenant sur le plastique et le maxillofacial, j'ai rajeuni de quelques décennies. Donc, félicitations d'abord pour la qualité de votre présentation et surtout des images qui sont assez passionnantes. Et effectivement, on en discutait avec Michel Robert, on savait qu'il y avait un pourcentage de survie déjà il y a 25 ans ou 30 ans qui était de 60 ou 70%. Comme vous l'avez très bien dit, c'était ceux qui arrivaient à l'hôpital et qui réussissaient à arriver. Donc ce pourcentage-là, il n'a pas changé. Donc en revanche, sur les cas dont vous parlez, les cas très sévères, j'ai 2 questions. Une première, c'est la curiosité, c'est quelle est la taille du fibroscope et quelle est la taille de la trachée et est-ce qu'on la connaît bien à cet âge-là? Et deuxièmement, vous avez parlé de l'AFSAPS. Est-ce qu'il y a quand même un vrai projet de recherche clinique avec l'avis du comité d'éthique? Et qu'est-ce que vous avez fait au point de vue éthique par rapport justement à ces formes très sévères, puisqu'on sait qu'il y a quand même des complications, dysplasie pulmonaire et autres plus importantes après?
Alors, la première question, c'était le diamètre de la trachée. En fait, on avait fait avec Yann Deprest et Annelise Delezoide, à l'époque à Necker, on avait mesuré les trachées de je ne sais pas combien de fœtus avec tout âge gestationnel confondu pour avoir une vraie courbe de croissance de la trachée. Et en fait, avec ça y est, j'ai un trou. Francis Brunel, pardon, à Necker, on avait essayé différentes tailles de ballonnets pour être sûr d'avoir la bonne taille. Donc ça a été fait, refait, 3 mm. 3 mm. Et en fait, la gaine est 3 mm, mais le fibroscope, c'est 1.2. Mais en fait, il y a 3 canaux opérateurs, un pour le ballon, un pour mettre du sérum physiologique et un pour l'endoscope. Oui, et c'est 1.2 la taille du fibroscope. Pour le comité d'éthique, dans le cadre de l'essai européen, ils ont eu l'accord de leur comité d'éthique et nous, théoriquement, on devrait avoir un accord de CPP. On est extrêmement clair avec les couples sur les risques encourus. Et en fait, la prise en charge postnatale ne change pas qu'il y ait eu un ballonnet ou pas. Et les réanimateurs pédiatres, en tout cas ceux avec qui on travaille à Bicêtre, sont extrêmement clairs avec les parents. Si l'enfant est très dépendant de l'oxygène, s'il a une hypertension artérielle pulmonaire sévérissime, on n'ira pas jusqu'à l'intervention et on peut être amené à interrompre les soins. Et finalement, on ne fait pas survivre, en tout cas dans notre équipe, d'enfants avec des formes plus sévères parce que la prise en charge est exactement la même qu'il y a eu ou non un ballonnet. Mais en revanche, il y a plus d'arrêts de soins. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? C'est pas facile, vous avez décrit, autrement dit, dans n'importe quel endroit en France où l'on fait une échographie prénatale, on peut en faire le diagnostic pour aller un peu plus loin. Alors, les derniers chiffres montrent que, en tout cas, dans le dernier registre parisien, 85% des cas avaient été dépistés en prénatal. Maintenant, on le fait relativement facilement, en tout cas pour les formes sévères. Les formes qu'on ne dépiste pas, c'est les formes pour lesquelles il y a juste un peu de tube digestif ascensionné, l'estomac est encore intra-abdominal, et là, on peut passer à côté du diagnostic. Mais c'est des formes qui sont supposées être de très bons pronostics, et justement qui peuvent survivre jusqu'à la réanimation. Mais maintenant, franchement, on devrait faire le diagnostic. Avec les techniques d'échographie qu'on a actuellement, on doit faire le diagnostic de hernie de Coupole avant la naissance. Vous avez parlé beaucoup du foie, mais à gauche, c'est la rate. En fait, le trou dans le diaphragme est suffisamment important pour que le lobe gauche du foie passe dans le trou. Et en fait, elles ont très souvent toute la partie gauche du foie qui est ascensionnée. Décidément, le foie, c'est non. Merci beaucoup Alexandra de cette magnifique présentation.